Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct du Salon de l'Agriculture dans cette émission organisée par BC, Agro, Industrie et Climat, la parole à ceux qui agissent. On va débobiner ensemble la série de podcasts L'Agro Micro, organisée par BC, créée par BC, qui donne la parole à des dirigeants et des dirigeantes de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire pour comprendre comment leur structure s'adapte concrètement au changement climatique, quelles stratégies ils ont sur le moyen et sur le long terme et quelles relations ça implique avec les agricultrices et les agriculteurs. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Boyer. Bonjour Marine, vous êtes agricultrice en Aveyron et présidente de la FNCUMA. Et Joran Chambol, bonjour Joran, vous êtes directeur des risques émergents chez BC. Et vous êtes celui qui donne la parole aux dirigeants dans ces podcasts. Et c'est par vous que nous allons commencer. Vous allez commencer par nous parler des coulisses de ce podcast. On va essayer de parler sans langue de bois. Mais avant, nous allons écouter un extrait d'un des podcasts. Il s'agit de Ludovic Spears, le directeur général d'Agrial, et Christophe Buren, président de Vivesia. C'est parti. On voit qu'au niveau du scope 1 et 2, on va y arriver. On prend des mesures pour réduire les emballages, pour réduire les transports, pour réduire les consommations d'énergie. Et on a des premiers résultats. On a mis des CAPEX climat, tout ça évolue vraiment dans l'entreprise. Par contre, les 85%, le scope 3, liés à la production agricole, pour l'instant, on n'a pas véritablement de pistes et de solutions. Il va falloir changer de modèle pour réduire l'empreinte carbone des exploitations agricoles. C'est sûr. Encore faut-il aller dans la bonne direction. Pour faire simple, l'agriculteur, il doit évoluer sur différents critères. Il doit évoluer sur ses gaz à effet de serre, il doit évoluer sur la vie du sol, et il doit également évoluer sur la biodiversité. Nous avons donc mis un certain nombre d'indicateurs. Donc nous mesurons les indicateurs chez les agriculteurs, c'est-à-dire qu'au bout du bout, nous n'obligeons pas les agriculteurs à avoir une obligation de moyens, mais ce sont des obligations de résultats. C'est donc du concret. Alors Joran, je me tourne vers vous. Pourquoi avoir créé ces podcasts chez BC? Pourquoi pas un livre blanc, tout simplement? Bonjour Gabriel, bonjour à tous et merci pour cette question. Assez simplement, en fait, BC, nous sommes un courtier en assurance. On est aujourd'hui le leader sur la partie agricole. Ça veut dire que notre métier, c'est de co-construire avec nos clients des solutions d'assurance. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons des coopératives, des négoces, des semenciers, des industriels. Nous sommes aux premières loges de leurs enjeux stratégiques, puisque la gestion de risque, de manière évidente, est un des enjeux stratégiques. Et un jour, en brainstorming, comme ça, en réunion, où on essaye de se poser la question de la manière dont nous allons demain essayer de parler de notre métier, on fait tous le même constat. Il y a une différence notable entre ce que nous voyons dans notre quotidien de courtier auprès de ces entreprises et ce que nous voyons lorsque nous arrivons à la maison le soir, que nous allumons la télé, que nous allumons la radio. Entre guillemets, il y a un décalage entre ce que j'entends sur Cash Investigation, sur Arte, sur tout ça, et sur le quotidien de la manière dont nos clients essayent de faire les choses du mieux possible, en tout cas de s'améliorer. Et donc, force de ce constat, on s'est tous dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de cette situation, d'être aux premières loges de ce qui se fait de mieux en termes d'agriculture pour donner la parole à ceux qui font plutôt qu'à ceux qui commentent. Autrement dit, plutôt que d'aller dans les fermes, plutôt que d'aller chez ces industriels avec l'idée de dénoncer, de faire du buzz, non. Allons poser la question à ceux qui agissent et force à chacun de se faire son avis. Et pourquoi plutôt un podcast d'un livre blanc ? On s'est dit que c'était un peu plus sympa, peut-être un peu plus que dans l'air du temps, qu'une grande étude que peu de monde finalement allait lire. Et vous l'avez dit, vous êtes courtier en assurance, vous n'êtes pas journaliste. Qu'est-ce qui garantit finalement l'indépendance? Vous donnez le micro à certains de vos clients. Qu'est-ce qui garantit l'indépendance et qui empêche les conflits d'intérêts? Et peut-être comment éviter le greenwashing? Évidemment, c'est une question intéressante. On s'est posé, est-ce que c'est notre rôle à nous en tant que courtier d'aller faire ce rôle qui peut s'apparenter de manière évidente à du journalisme? Je pense que la meilleure des réponses, finalement, elle est dans les podcasts. Écoutez les podcasts. Je pense très sincèrement qu'on a posé l'ensemble des questions, parfois un petit peu pénibles, parfois un petit peu piquantes. J'ai en tête des échanges sur les 5-10 dernières minutes. Exemple. Exactement, avec Carrefour, où à Carrefour, on pose clairement la question, mais pourquoi est-ce que vous allez encore chercher des tomates au Maroc? Pourquoi est-ce que des fois, on trouve des oignons d'origine australienne? Et on a posé ces questions-là. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu vraiment être neutre. C'est-à-dire, on n'y est pas allé pour dénoncer, et on n'y est pas non plus allé pour greenwasher. Si seulement
l'objectif, ça aurait été de prendre les éléments de langage de ces personnes, je pense que ça n'aurait pas eu de sens. Donc voilà, je vous encourage tous et toutes à écouter les podcasts, à vous faire votre avis, mais je pense que le contenu parle de lui-même. Oui, ça donne envie. On vient d'entendre dans les passages qu'on a entendus, on a entendu parler du scope 3. Alors on sait que le scope 3 concerne les émissions de gaz à effet de serre des agriculteurs et des agricultrices, des exploitations agricoles. Plusieurs dirigeants dans les podcasts que vous avez créés, ce message ressort des émissions et de l'accompagnement finalement des agriculteurs et des agricultrices dans la décarbonation par l'agro-industrie et par tous ces dirigeants. Qu'est-ce que ça dit des relations de l'agro et des agriculteurs et quels messages forts ressortent finalement de ces podcasts? Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on a essayé d'interviewer l'ensemble de la chaîne de valeur, de la semence, Limagrin, Sébastien Chauffeau, jusqu'à la distribution, Karine Kroos, Carrefour, en passant par l'amont agricole, en passant par la transformation. Il y a des constats quand même assez forts. Le premier, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience. Il n'y a pas un industriel, il n'y a pas un semencier, il n'y a pas une coopérative qui n'est pas conscient de ces enjeux. Je suis intimement convaincu qu'on aurait fait le même podcast il y a 10 ou 15 ans, les réponses auraient été quand même très différentes. On a une chance en France, on a l'ensemble de la chaîne de valeur qui est conscient qu'il faut faire quelque chose et qui est déjà en mouvement. La deuxième chose, c'est ce que vient de dire dans l'extrait Ludovic Spears. Malheureusement, à date, il n'y a pas de presse-bouton, il n'y a pas de solution miracle. On est en train d'apprendre, je pense que Marine nous le dira mieux que personne, c'est elle qui est le plus confrontée et la plus à même de répondre à ces enjeux. Mais on n'a pas encore de solution miracle et ça oblige à apprendre, à réapprendre, à faire de l'agriculture. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et le chemin sera encore long. Merci. Le troisième, et je pense Oui, que on en parlera plus tard, c'est la nécessité d'avoir un modèle économique pour que ça fonctionne. Oui, on va en parler effectivement. Marine, je me tourne vers vous. Vous avez écouté ces podcasts. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement ? Alors déjà, c'est vrai qu'à la proposition de l'écoute, effectivement, je fais partie un petit peu de ces agriculteurs et agricultrices un peu perplexes sur le fait que de grands dirigeants de ces entreprises agro puissent témoigner. Et puis en fait, à l'écoute, c'est ce que dit Jorin très justement, en fait, on découvre qu'en fait ils se mettent à nu entre guillemets sur leurs pratiques, sur ce qu'ils font de mieux et c'est agréable de les entendre parler sur ça. Et c'est vrai que moi aussi c'est le dernier épisode sorti donc sur Carrefour, c'est vrai que quand on entend la dirigeante de Carrefour dire qu'ils sont prêts à retirer des produits de leur rayon parce qu'ils ne respectent pas certaines normes environnementales, c'est quand même pour nous et pour le consommateur, je pense, encourageant, surtout dans la détresse que l'on connaît actuellement dans le monde agricole. Donc c'est vraiment une bonne chose. Globalement, c'est quand même très intéressant d'entendre, de voir qu'il y a une réalité sur ces sujets de transition agroécologique, climatique, etc. Et voilà, et donc les agriculteurs, on est les premiers en fait à être conscients de ça, de l'empreinte carbone, etc., et à vouloir participer à la réduire. Et justement, entre les attentes de ces dirigeants et de ces dirigeantes qu'on entend, et vous, votre réalité de chef d'exploitation agricole, chef d'entreprise agricole, y a-t-il un fossé? Est-ce que vous entendez ce qui est dit? Comment vous le percevez? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de messages, peu de clarté. Aujourd'hui, l'agriculteur, il se retrouve peut-être pas forcément dans toutes les initiatives et je pense qu'on a besoin de politiques publiques fortes en fait, qui soutiennent le passage à la transition des agriculteurs et surtout sur la variabilité des prix. En fait, on a besoin de sécurité sur ce volet-là et d'être sûr qu'en fait, la transition agricole ne sera pas trop coûteuse pour l'exploitation. Puisque je crois que c'est un des dirigeants qui le dit, voilà, on ne peut pas faire du vert si on est dans le rouge. C'est ça, voilà, ça. On va y arriver, oui, tout à fait. Est-ce que c'est important, vous pensez que l'agro, alors l'agro prend le micro, mais vous, en tant qu'agricultrice, c'est important aussi que les agriculteurs et les agricultrices prennent le micro et défendent leur métier, expliquent leur métier aujourd'hui. C'est aussi un enjeu pour vous, la communication? Oui, c'est un enjeu parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de monde qui communique à la place des agriculteurs, porte la voix des agriculteurs, mais en fait n'exerce pas le métier d'agriculteur. Donc en fait, c'est très important pour nous de communiquer réellement sur ce que l'on fait au quotidien
et parce que en fait on pratique déjà eh bien des pratiques on fait déjà des choses qui participent à la préservation du climat, etc. Et ça, tout ça, c'est ignoré, et donc on a besoin de le mettre en valeur. Il y a peut-être un enjeu commun entre l'agro et l'agri, là, de toute évidence. On va à présent écouter le deuxième extrait avec Jean-Philippe Puig, directeur général du groupe Avril. J'ai l'habitude de dire, on ne peut pas investir dans le vert quand on est dans le rouge. Enfin, c'est très simple. L'économie doit passer avant l'environnement. Ça, c'est sûr, parce que si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas décarboné. Donc, parce que ça va coûter. D'un autre côté, donc je dis bien, l'économie doit passer avant l'environnement, mais l'économie ne peut pas suffire à elle-même, elle donc doit travailler pour l'environnement. Donc, les deux sont intimement liés, mais je les mets quand même dans un certain ordre, avec effectivement des engagements que nous avons pu prendre. Alors, il faut trouver le modèle économique qui va permettre finalement de rémunérer ce changement qu'on appelle tous de nos voeux. Et ça, c'est quand même un sujet qui n'est pas encore totalement résolu, parce qu'à un moment donné, il faut tous prendre conscience que la décarbonation, ça coûte. Et si ça coûte, il va falloir le payer. Soit changer nos modes de fonctionnement, soit rémunérer d'une manière ou d'une autre les efforts qu'on va demander aux agriculteurs. Là, on vient d'entendre donc Jean-Philippe Puig, ce que je disais. Je me tourne vers vous, Joran. Pourquoi cette phrase, Marine l'a citée tout à l'heure, on l'entend, c'est un peu un fil rouge finalement quand même de ces podcasts. On ne peut pas investir dans le vert quand on est dans le rouge. Pourquoi est-ce qu'elle a marqué finalement cette saison ? Je pense que cette phrase à elle seule, elle pourrait résumer l'ensemble de ces podcasts. Ce qui est intéressant de voir, ce qui est intéressant d'écouter dans cette phrase, c'est vraiment le pragmatisme, l'importance, et je trouve que ça alimente les propos de Marine, l'importance de remettre la réalité de ces enjeux écologiques dans une réalité économique. C'est-à-dire que c'est trop facile de décider dans un beau bureau à Paris, au repas à la maison ou dans une assemblée nationale que à partir de demain, on va faire ainsi, à partir d'après-demain, on va interdire tel produit. Ok, mais cela ne peut s'inscrire dans le temps de manière pérenne que si il y a un modèle économique, puisque la réalité, c'est qu'on le veuille ou non, c'est ainsi, on vit dans un monde drivé par l'économie, dans lequel à la fin du mois, je dois payer mes factures, dans lesquelles à la fin de l'année, je dois payer mes emprunts. Et donc, je ne peux pas demander à tout un pan de la population, notamment l'agriculteur, les agriculteurs, eh bien, les choses si en face, et ça marche aussi pour les industriels, si en face je ne leur pas les moyens, je ne leur donne pas les moyens de le faire, parce que eh bien, ils vont être soumis à la concurrence internationale, ils vont être soumis au poids des charges, au poids des normes. Donc cette phrase résume l'importance de penser eh bien, un changement de modèle dans une réalité pragmatique qui est la nôtre. Et quel modèle économique justement ressortent ? Est-ce que vous avez des exemples ? On entend chaque dirigeant proposer peut-être faire une proposition justement pour lier ces enjeux économiques et ces enjeux climatiques et de transition. Oui, on va prendre 3 exemples. Le premier exemple très intéressant chez Vivescia, le programme Transition. Le programme Transition, il a l'intérêt eh bien, de mettre en place une démarche globale au niveau de la coopérative pour les agriculteurs, dans le cadre d'une agriculture régénératrice, mais inscrite dans quelque chose de plus large, puisqu'on engage, on embarque les acteurs industriels, et donc ils vont venir soutenir eh bien, cette démarche. Et donc je trouve que c'est très intéressant, ce n'est pas une démarche agronomique isolée, non, on intègre... Oui, avec une prime filière concrète, oui. Exactement, on intègre l'économie. Alors attention, cette démarche aujourd'hui fonctionne très bien. La question de ce type de démarche demain est le passage à l'échelle. Je parlais avec un industriel qui me disait tant qu'on me demande d'acheter 500 tonnes à tel prix, c'est facile. Si demain je dois en acheter 1 million, c'est plus complexe. Mais qu'importe, on a déjà fait un premier pas, on a déjà enclenché quelque chose. Deuxième exemple, l'entreprise Olga, Olivier Clanchin, président de cette entreprise avec qui on a longuement échangé. C'est intéressant de voir que dès le premier jour, cette entreprise familiale intègre dans sa raison d'être eh bien, le respect de son territoire, la biodiversité, l'agriculture et arrive à le valoriser économiquement. C'est Sojasun, c'est le beurre bordier, c'est Petit Billy. Alors attention une fois de plus, c'est que ça ne fonctionne que pour une part de la population prête et capable de payer pour ça, ce qui n'est pas l'ensemble de la population française. Oui, c'est bien de le préciser, oui. Et Troisième le troisième point, exemple ? et quelque chose de plus large, et je trouve qu'on peut grandement s'en inspirer, échange avec Carrefour, eh bien c'est l'initiative C'est qui le patron ? On se rend bien compte que quand on est capable d'expliquer de manière intelligente, de manière très détaillée au client final, au consommateur, eh bien que pour quelques centimes de plus, il va soutenir une initiative qui peut lui convenir, il est prêt à le faire, et aujourd'hui c'est des millions de litres de lait qui ont été vendus sur ce modèle.
Très bien, merci beaucoup, Joran. Marine, je me tourne à nouveau vers vous. Dans sa grande consultation l'année dernière auprès de 7700 agriculteurs et agricultrices, le Shift Project a révélé une profession qui est à la fois très largement consciente des enjeux climatiques, qui est un peu inquiète aussi, et qui exprime que son premier frein aux transitions est un frein économique. Qu'est-ce que ça coûte exactement la transition pour les agriculteurs concrètement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Eh bien, c'est sûr qu'en fait, on ne peut pas faire du technique sans toucher à notre économie de l'exploitation. C'est impossible. On nous demande de faire des améliorations, on nous demande de faire des modifications sur nos exploitations. On nous demande de valoriser via des filières, mais est-ce que la filière valorise assez le produit malgré qu'elle respecte les normes environnementales, etc. En fait, le sujet, il devient quand même économique. Et c'est là, en fait, que ça me permet de rebondir sur mon investissement dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, parce que ces groupes d'agriculteurs et d'agricultrices ont l'habitude de travailler ensemble et notamment de partager les coûts. Donc là, en l'occurrence, le coût du matériel agricole, oui, mais aussi le coût d'un salarié, et pourquoi pas après aller au-delà avec des projets. Et c'est souvent ce que l'on constate, en fait, c'est que les projets, en fait, le fait de réunir des agriculteurs en groupe, déjà, ils ont la capacité économiquement à se soutenir les uns les autres. Donc, pourquoi pas aller sur des projets effectivement vers de l'agroécologie, pratiques environnementales, changement de pratique, sur la culture, etc. Il y a une étude qui a montré d'ailleurs que dans l'écuma, il y avait ce lien vers l'agroécologie pour les groupes d'agriculteurs. En fait, ça vient de fait naturellement. On constate des chercheurs qui ont déclaré qu'en fait, dès lors qu'un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices se retrouve, eh bien, ils parlent agroécologie. Donc, en fait, c'est de notre nature, et donc on est à l'origine de plein de GU2E en France. Et je crois que c'est là aussi qu'il faut aller pour aider à ces transitions, c'est-à-dire vers de l'agriculture plus collective, parce que ça nous permettra d'absorber mieux les coûts et les risques économiques liés aux transitions. Donc partage des risques économiques, partage de connaissances aussi qui font avancer le secteur agricole. Est-ce que le risque, là on revient un petit peu à l'agro, est-ce que le risque il doit quand même être partagé? On entend bien ces dirigeants d'agro qui prennent aussi leur part de risque. Est-ce que vous pensez, j'imagine, que le risque il doit être partagé dans toute la chaîne de valeur? Ben oui, évidemment. En fait, ça fait aussi partie de la reconnaissance du travail de l'agriculteur. En fait, aujourd'hui, on a besoin que ce risque soit évalué et aussi en fait valorisé, et donc on a besoin que les gens s'engagent autour de nous, que ce soit l'aval, que ce soit la distrie. En fait, on a besoin de savoir qu'on est soutenu dans nos démarches de transition, qu'elles ne sont pas vaines, et je le disais tout à l'heure, des politiques publiques orientées qui puissent permettre une sécurité. Vous me faites le lien parfait pour la troisième partie. Merci Marine. On va à présent écouter le troisième extrait avec Sébastien Chauffeau, directeur général de l'Imagrin. Alors, le cadre réglementaire, il est sacrément contraignant. Quand on est agriculteur, mais en vrai, il faut aller dans les différentes industries, vous vous rendez compte que partout, le niveau normatif est monté. Et quand on est dans son propre secteur, on a l'impression qu'on est le plus visé. En réalité, parlez avec n'importe quel professionnel, il vous expliquera les normes qui arrivent les unes après les autres, qui renchérissent le coût du travail et qui sont des vrais biais de compétitivité dès lors qu'on est sur des marchés qui sont internationaux. Je crois que les politiques aujourd'hui, ils ont pris l'habitude de subventionner, de donner de l'argent, et c'est vrai que c'est sympathique de dire que j'ai un programme de X millions, X milliards pour ceci, cela, même si c'est un cap ou un horizon de 5 à 10 ans, alors que ce que l'on demande vraiment, c'est d'avoir un État régalien qui donne les moyens de faire et ensuite aux entreprises de faire. Alors Joran, les incohérences politiques sont souvent citées, les stop and go dans ces podcasts. D'ailleurs, dans le monde agricole aussi, c'est vrai, c'est encore un lien en commun que vous avez. Quelles demandes communes ressortent finalement de ces dirigeants? Il y a une demande qui ressort de manière unanime de la part de l'ensemble des personnes qu'on a interviewées, c'est qu'on a besoin d'un cadre, on a besoin d'un cap et on a besoin de s'y tenir. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, l'agriculture est un monde du temps long. Votre chiffre d'affaires, il est fait une fois par an avec votre récolte. On a vu Sébastien Chauffeau, un programme de semences, c'est 10 ans de recherche. Une usine, il va falloir des années pour la construire, il va falloir encore plus d'années pour l'amortir. On ne peut pas
aller au gré des quinquennats, au gré des dissolutions, au gré de l'agenda politique, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Non, il est impératif, on a été capable de le faire dans ce pays, on a été capable de faire, on va par exemple prendre l'exemple de l'énergie, on a été capable de dire on va fabriquer des centrales nucléaires et on va se donner un cap énergétique. Eh bien aujourd'hui, à l'heure du changement climatique, à l'heure d'un besoin de souveraineté, à l'heure où le grain est devenu un réel enjeu géopolitique, on doit être capable de se positionner et de tenir le cap. C'est ce que demande l'agro-industrie et je pense que c'est ce que demande, je vois Marine acquiescer, je pense que c'est ce que demandent les agriculteurs. Oui, je pense qu'il y a effectivement ce lien entre vous. Est-ce que vous voulez réagir tout de suite, Marine ? Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on demande, c'est tout à fait ça, un cadre lisible, stable. Stable, je pense que c'est le mot. En fait, ce qu'on attend, c'est une politique avec une vision, quelque chose qui nous donne, comme le disait Joran, un cap clair et de savoir où on va et surtout économiquement, parce qu'en fait, elle est là la vraie question aujourd'hui, du revenu agricole, etc. C'est les choses qui reviennent toujours et en fait, on a besoin de se sentir en sécurité pour aborder ces transitions, mais on est toujours acteur de ces transitions et on est toujours volontaire, en tout cas, à y participer activement. Oui, donc il faut vous demander tous les deux finalement une politique sur le long terme, un cadre stable. Est-ce que vous avez peut-être une politique publique particulière à citer, comme si vous aviez une baguette magique et que vous aviez une politique publique à citer, ce serait laquelle ? Alors, évidemment, c'est celle que l'on vient d'obtenir pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole pour le PLF 2026. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Voilà, donc c'est le crédit d'impôt mécanisation collective. Aujourd'hui, en fait, on est persuadé, je l'ai dit tout à l'heure, que l'agriculture collective est aussi une clé pour participer à ces transitions, partager les coûts, réduire les charges de mécanisation sur l'exploitation. Et le crédit d'impôt méca collective, il est là en fait pour accompagner et soutenir les agriculteurs qui font le choix de mutualiser donc ce que je disais, la main-d'œuvre, le matériel et leurs idées finalement, et donc de partager les coûts du risque, voilà. Mais aujourd'hui, ce crédit d'impôt, il récompense, on va dire, l'agriculteur, il ne touche pas la structure CUMA. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est vraiment soutenir l'agriculteur dans sa démarche d'aller sur de l'agriculture collective. Est-ce que vous voulez réagir à ça, Joran ? Quelle serait la politique ? Alors vous dites c'est le cadre qui est plébiscité par tous les dirigeants et dirigeantes que vous avez interrogés. Est-ce que s'il y avait une mesure peut-être à citer, ce serait ça ? Ce serait un cadre ou est-ce qu'il y en a une peut-être qui vous vient à l'esprit ? Non, moi aujourd'hui je ne me fais que le porte-voix de ce que j'ai entendu. Donc je pense que Marine est bien plus légitime que moi à mettre sur la table des propositions. Ce qui est sûr, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je pense, pendant que vous m'interviewez, Gabriel, par exemple, à ce qu'on a fait sur les néonicotinoïdes, c'est dur à dire, il y a quelque chose qui est embêtant, c'est-à-dire qu'on a une transposition des normes. D'un côté, l'Europe dit quelque chose, de l'autre côté, la France en rajoute, de l'autre côté, la France donne une dérogation qui finalement est retirée. Je veux dire, c'est impossible pour les producteurs, pour les industriels de se positionner là-dedans. D'autant plus qu'il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la consommation ne suit absolument pas ce stop-and-go politique. Je m'explique, le jour où vous décidez d'arrêter cette substance et qui potentiellement vous faites peser sur l'outil industriel français de production de sucre des pertes pouvant aller au-delà de 30%, ce jour-là, les consommateurs ne décident pas qu'en cas de problème, ils arrêteront de consommer 30% de sucre. Non, finalement, eux, ils vont de manière naturelle vouloir continuer à travailler, à consommer de la même manière. Et donc, ça va, de manière mécanique, se traduire par des importations de pays où on fait les choses encore moins bien que ce qu'on fait chez nous. Et donc, je me dis que même d'un point de vue purement écologique, on a tout faux. C'est-à-dire qu'on a potentiellement abîmé, voire détruit une filière qui fonctionnait. On a mis dans la panade des producteurs et tout ça pour aller chercher des productions du bout du monde qui ne respectent pas un quart de ce que l'on accepte chez nous. Donc voilà, pour répondre concrètement, il faut un cadre clair et s'y tenir. Et qui soit harmonisé avec les autres pays de l'Union européenne, par exemple, pour ne pas avoir d'importation, c'est bien ce que vous nous dites, de produits qui ne respectent pas les mêmes normes. Et il faut pas être candide, il faut être conscient de la compétition internationale dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne sommes pas un petit îlot, un petit village gaulois
perdu dans son propre territoire. Nous sommes en concurrence avec d'autres pays pour l'exportation, pour les productions. Et donc il faut être conscient de tout ça pour essayer de sortir notre épingle du jeu. Et moi, ce que je retiens de ces podcasts, c'est qu'on a une chance incroyable. On a des industriels, on a des producteurs, on a des filières qui sont fortes, qui sont intelligentes, qui font les choses bien. Et on doit les exploiter, on doit s'en servir. Oui, c'est un message très positif, merci, c'est bien, ça fait du bien. Il y a un peu de morosité ambiante, Oui, ça peut-être fait dans du le bien. secteur agricole. Est-ce que justement un cadre politique stable, quelque chose de visible, est-ce que ça pourrait permettre aux agriculteurs et aux agricultrices de se projeter un peu plus dans le temps, d'avoir un peu plus confiance et d'être un peu moins en réaction à ce qu'on entend? En tout cas, ça ressemble à la définition du modèle coopératif aussi, qui se transmissible dans le temps. Et donc, au-delà des CUMA, et on le voit bien dans les podcasts, c'est plusieurs acteurs des chaînes, des grands groupes coopératifs agricoles. Et donc, c'est important de les entendre sur ce sujet parce qu'effectivement, il n'y aura de transition que si on passe par le cadre collectif. En fait, ça doit être vraiment être vu comme un outil stratégique de résilience. Et en fait, c'est pour ça que valoriser un petit peu ce cadre coopératif, refaire de l'agriculteur le décideur majeur de sa chaîne. L'agriculteur aux manettes, l'agriculteur et l'agricultrice, Voilà, les chefs aux d'entreprise manettes. agricole Mais aux oui, manettes. c'est ça, aux manettes. De garder ça, en fait, ça reste primordial. Et le modèle coopératif doit absolument garder cette souveraineté des agriculteurs et agricultrices. Et juste un tout petit mot, parce qu'on a juste un petit, on a le temps. Vous pensez que justement l'agro-industrie doit garder cet esprit d'indépendance des agriculteurs et des agricultrices, des chefs d'entreprise agricoles? Oui, c'est une force incroyable. Je me rappelle d'une question que j'ai posée à Sébastien Chauffeau vis-à-vis de ses concurrents pure players de la semence, en lui demandant mais est-ce que vous, le fait d'être issu d'une coopérative de la Limagne, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse? Lui, ce qu'il répond, c'est que c'est une force dingue parce que ça lui permet de garder les pieds sur terre, de garder les pieds dans les champs, de garder en tête les problématiques de ceux qui sont ses clients finaux. Donc oui, de manière évidente, on a un tissu incroyable d'entrepreneurs. Et il faut juste leur donner les moyens de travailler. Merci vraiment à tous les deux. C'est vraiment des messages positifs qu'on espère qu'ils vont être entendus le plus loin possible. Avant de se quitter, un petit clin d'œil au podcast que vous avez dirigé. Joran, à la fin de chaque podcast, vous posez la question aux dirigeants et aux dirigeantes sur quels conseils vous donneriez aux générations futures. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux. Je vais commencer par vous, Marine. Quels conseils vous donneriez aux générations futures d'agricultrices et d'agriculteurs, de chefs d'entreprise agricole? Et d'être courageux, d'être fort et de s'engager, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une jeunesse qui s'engage, et pas seulement dans les fédérations, les institutions, tout ça, mais vraiment sur le terrain, dans les territoires. Et on a besoin que cette dynamique fasse vivre les territoires et qu'elle redonne goût vraiment à reprendre nos exploitations agricoles. Donc s'engager, rester fort et courageux. Le message est très clair et bien passé. Et vous, Joran, quel conseil donneriez-vous aux générations futures, alors soit d'agriculteurs, de décideurs ou de structures agro-industrielles? Il y a un mot que j'ai énormément entendu de la part de l'ensemble des personnes que j'ai eu la chance d'interviewer, c'est le mot optimisme. C'est-à-dire que la quasi-totalité, la totalité d'ailleurs, des personnes qui ont répondu à notre podcast se disent optimistes. De toute façon, on est devant une montagne. La montagne du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la recherche de souveraineté, de la compétitivité. De toute façon, elle est là. Donc que l'on se dise que la vie est horrible, qu'on s'effondre ou qu'on chouine, n'arrangera pas la solution. Donc si on essaye de regarder les choses de manière optimiste, il y a plein de choses à faire. On a une génération qui va vivre une révolution agricole incroyable. On a les moyens de changer les choses. Charge à nous de choisir la manière dont on souhaite les changer. Et je trouve que c'est en étant optimiste qu'on arrivera à aller dans la direction qui est celle qui sera la plus intéressante pour notre pays, nos filières et notre agriculture. Merci à tous les deux pour ces messages inspirants. Il est temps de terminer cette émission. Vous pouvez retrouver le replay sur YouTube. Et je vous invite également, bien sûr, on en a envie maintenant, à écouter les podcasts grâce au QR code qui doit apparaître normalement sur vos écrans. Et merci à tous les deux et à bientôt. Merci Gabriel. Merci Gabriel, merci Marine.